Dans la première vidéo consacrée au thème des impacts démocratiques de l'IA, nous avons examiné les impacts de 4 catégories fonctionnelles d'intelligence artificielle sur les processus démocratiques. Évoquant la notion de bulle de filtre, nous avons terminé sur une citation de l'économiste et psychosociologue Shoshana Zuboff décrivant la notion de capitalisme de surveillance, également nommée économie de l'attention. Oubliez l'idée que si c'est gratuit, vous êtes le produit, disait-elle. Vous n'êtes pas le produit, vous êtes la carcasse abandonnée. Il ne suffit plus d'automatiser les flux d'informations sur nous, l'objectif est maintenant de nous automatiser en tant qu'individus. Ce qui est dit ici, c'est que ce n'est plus seulement l'information qu'on automatise, c'est l'individu lui-même. Au sujet du numérique, on parle pour cette raison d'industrie extractiviste. Comme le pétrole ou les minerais, la tech extrait des données et de l'attention de nos cerveaux pour prédire et influencer nos comportements futurs, inciter à la consommation et générer toujours plus de revenus. Et ne croyez pas que vous êtes à l'abri. Ces sociétés ont les moyens d'engager les meilleurs psychologues cognitivistes du monde, qui utilisent leur expertise dans le domaine des addictions pour nous maintenir accros à nos écrans. Absolument plus personne n'est à l'abri. Il n'y a qu'à regarder autour de vous. Combien de personnes n'ont pas un téléphone en main dans les transports en commun ? En lien avec ce qui précède, j'aimerais maintenant évoquer ici le concept de techno-féodalisme, porté notamment par l'économiste grec Yannis Varoufakis. Pour lui, le techno-féodalisme est un régime qui diffère du capitalisme au sens où les plateformes se comportent désormais comme jadis des seigneurs du Moyen-Âge. Je vous explique. Le capitalisme se caractérise par la possession des moyens de production par le patronat et les classes les plus riches. Les classes défavorisées, elles, sont employées sur ces moyens de production pour produire de la richesse en échange d'un salaire. Or, l'un des problèmes du capitalisme est que, lorsque la technique se développe, les travailleurs sont dépossédés de leurs compétences, comme ce fut le cas lors de l'invention du travail à la chaîne dans l'industrie automobile. On parle alors de prolétarisation de la classe ouvrière. Notez que, déjà à ce stade, et sans encore parler de techno-féodalisme, l'IA peut engendrer de nouvelles formes de prolétarisation, comme à chaque fois que la technique remplace des compétences humaines et réduit le travail des employés à des gestes techniques. Au Moyen-Âge, le féodalisme se caractérise au contraire par la possession des terres, et non pas des moyens de production, par les seigneurs. Des seigneurs qui, dans leur grande bonté, autorisent les serfs à cultiver pour eux et à prélever une partie de leur récolte pour leur propre survie. Alors en quoi, me direz-vous, peut-on observer un retour du féodalisme sous une forme qui serait technologique ? Eh bien, Google détient YouTube. Si vous publiez une vidéo de qualité, vous commencez par offrir votre contenu à Google, sans contrepartie. Grâce à vous, la plateforme va pouvoir vendre de la publicité et gagner de l'argent. Mais si vous voulez que la vidéo soit davantage montrée par les algorithmes de recommandation, vous pouvez en plus payer Google pour la promouvoir. Vous produisez donc un travail gratuit et vous payez encore pour que la plateforme gagne davantage grâce à ce travail. La ressemblance avec le féodalisme du Moyen-Âge n'est-elle pas troublante ? Alors, vous avez peut-être l'impression d'en profiter aussi, mais un peu comme les paysans profitaient alors d'une petite partie de la récolte, l'essentiel bénéficiant aux seigneurs de la tech. Mais revenons à l'économie de l'attention. Cette logique industrielle produit des effets bien identifiés. D'un côté, la radicalisation des contenus, plus sensationnalistes et polarisés, car ils retiennent davantage l'attention. Des créateurs de contenus scientifiques témoignent d'ailleurs aujourd'hui, par exemple, de la difficulté à faire émerger des vidéos rigoureuses sans céder à des titres racoleurs ou à des prises de position extrêmes. De l'autre côté, une fragmentation sociale alimentée par des logiques de proximité algorithmique qui nous enferment dans des communautés homogènes. Ce mécanisme de filtrage crée une illusion de consensus. Sur nos réseaux, tout le monde pense comme nous, jusqu'au jour où la confrontation avec l'altérité devient brutale, parfois violente. Qui n'a pas un oncle ou une belle-sœur complotiste qui s'est convaincu d'avoir raison, seul contre tous, en regardant des vidéos YouTube ? Avant de conclure, reprenons un instant la liste des enjeux sociétaux déjà évoqués. Ceux qui touchent à l'information, à la vérité, à la démocratie sont bien visibles. Mais d'autres, plus structurels, sont tout aussi déterminants.
Je veux parler ici des inégalités sociales, des ressentiments de déclassement et de la manière dont l'IA peut les renforcer. Pour comprendre cela, il faut évoquer rapidement les mécanismes psychosociaux du complotisme. La sociologue Laurence Kaufmann rappelle que la défiance ne naît pas d'un excès de rationalité, mais d'un ressentiment profond, lié à un sentiment de trahison sociale. Or, l'IA risque de renforcer ce sentiment. Non seulement en accentuant certaines inégalités économiques et cognitives, mais aussi en nourrissant des frustrations existentielles. Dans mes travaux sur le sujet, j'ai identifié 3 grands besoins psychologiques auxquels répond l'adhésion aux thèses complotistes. Un besoin existentiel né de l'incertitude, un besoin épistémique né de la complexité, un besoin social né des inégalités. Et sur ces 3 plans, l'intelligence artificielle exerce une pression croissante. Elle nous confronte à des machines qui nous dépassent, produit des systèmes que nous ne comprenons plus. Elle pourrait en outre écarter du jeu social celles et ceux qui ne parviennent pas à l'utiliser, notamment par le mécanisme de prolétarisation évoqué précédemment. Le risque est alors d'engendrer une société où les laissés-pour-compte deviennent les adeptes d'explications simplistes, voire extrêmes. Le psychologue cognitif Thierry Ripoll l'écrivait en 2021. Le sentiment de précarité, d'insécurité, la perte de sens, le sentiment croissant d'une société inégalitaire et injuste, l'anxiété vis-à-vis de l'avenir et la défiance vis-à-vis d'un pouvoir politique impuissant contribuent à générer l'état mental propice à l'apparition de croyances complotistes. Prenons garde alors à ne pas nourrir, par l'intelligence artificielle, de nouveaux mécanismes de déclassement. Le cas des incels, ces hommes qui se considèrent comme des célibataires involontaires et sont convaincus d'être victimes d'un complot féminin, illustre à quel point le sentiment d'exclusion peut conduire à des radicalisations violentes. Souvenons-nous de l'attaque perpétrée à Toronto en 2018 par un jeune homme se réclamant de ce mouvement. 10 morts, 16 blessés, au nom d'une théorie du complot insensée, mais socialement structurante pour ceux qui s'y reconnaissent. Une théorie du complot développée sur les réseaux sociaux, qui a d'ailleurs servi de base à l'abject courant masculiniste qui se développe actuellement en Occident, en provenance des États-Unis, et magnifiquement décrit dans la série Adolescence, dont je vous recommande le visionnage. Si nous laissons l'IA aggraver ces fractures, sans régulation, sans accompagnement, alors les élections truquées ne seront qu'un symptôme parmi d'autres. L'avenir pourrait alors se révéler plus sombre encore que les pires manipulations du passé récent.